Bonjour, je suis très fière d'être parmi vous via cette vidéo. En même temps, très déçue de ne pas pouvoir être avec vous pour participer aux discussions, qui me semble-t-il être bien intéressantes. Donc, Nathalie Boyer m'a demandé de parler d'échecs, donc je voudrais vous parler d'une expérience personnelle. Quand j'ai 32 ans, je suis ingénieure, j'ai une carrière qui se passe très bien. Je suis envoyée par Decathlon en tant qu'expatriée à Shanghai, où je suis en charge de la qualité pour la production en Asie. Et puis mon mari a une offre d'emploi au Japon. Et on se dit pourquoi pas. Donc on part au Japon, moi je quitte mon poste en espérant pouvoir travailler dans l'industrie. Malheureusement, notre visa ne le permet pas. Donc je m'implique de plus en plus dans l'école des filles et je me rends compte que c'est vraiment une école très intéressante. Elle propose une immersion totale en anglais, elle propose le mélange des cultures et une pédagogie alternative qui me semble bien intéressante. Alors j'ai l'idée de dupliquer ce modèle-là et de le proposer aux enfants en France. Alors pendant notre séjour au Japon, je prends des cours du soir de création d'entreprise, de gestion d'entreprise, des effets du bilinguisme, et puis je prépare mon plan de financement, mon étude de marché. Et quand je rentre en France, je commence toutes les démarches, pardon. Je cherche les financements, je cherche les éducateurs, je cherche les parents, je fais ma communication, mon logo, mon site internet. Et puis là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est de trouver un local pour accueillir mon projet. J'ai un premier local en fait qui tombe à l'eau, tout simplement parce que les voisins ne sont pas du tout d'accord avec la nuisance que pourrait occasionner cette école. Un deuxième local, finalement quelques mois après et quelques démarches, finalement est préempté par la mairie parce qu'il était finalement très bien. Et puis je trouve un troisième local, un coup de poker. Et en juin 2011, alors que je dois commencer l'école en septembre 2011, le propriétaire du local m'annonce que finalement il n'est pas prêt à me louer son local pour une activité avec des enfants. Donc après 2 ans de travail sur ce projet, je décide de l'abandonner parce que je n'ai plus de solution pour maintenir ma rentrée en septembre 2011. Et je me retrouve au bout de 5 ans avec finalement j'ai pris le risque de quitter mon poste d'expatrié, j'ai pris le risque de me lancer dans une autre activité qui n'a rien à voir avec l'ingénierie. J'ai pris le risque de me lancer dans la création d'entreprise. Tout ça pourquoi, finalement, au bout de 5 ans, me retrouver avec 20 000 € en moins, avec 5 ans hors du circuit de l'industrie, donc très difficile à rattraper pour quelqu'un qui travaille en qualité. Et puis surtout la honte. La honte et une confiance dans les chaussettes. Alors j'essaye de rebondir sur un autre projet, mais qui n'est pas exactement le même et qui finalement ne me plaît pas. Donc je décide d'abandonner aussi au bout de 6 mois. Et puis comme tout le monde, j'ai besoin de manger, donc je décide de revenir dans l'industrie. Mais alors comment postuler et comment valoriser justement 5 ans en dehors de l'industrie? Comment valoriser un échec pareil? Donc je décide purement et simplement de ne pas le mentionner et d'effacer ces 5 ans de mon CV. Et je trouve un recruteur qui me propose un poste, mais qui m'explique bien gentiment qu'il va falloir que je me remette le pied à l'étrier, donc je vais recommencer tout en bas de l'échelle. Donc je me vois proposer un portefeuille de 3 fournisseurs en région lyonnaise quand j'en manageais 400 en Asie. Mais j'accepte. J'accepte la punition pour mon excès de zèle. Et puis là, très bizarrement, quelque chose d'assez surprenant se produit. Parce que finalement, avec les formations que j'ai suivies et mon expérience de création d'entreprise, j'ai une vision toute nouvelle de la stratégie d'entreprise et de la gestion de l'entreprise. Donc je suis beaucoup plus innovante et puis en même temps, je n'ai plus peur de perdre mon poste parce que je me dis que si j'ai retrouvé un poste dans ces conditions, je serai toujours capable d'en retrouver un autre. Alors je me lance, je propose, je suis proactive et au bout de 6 mois, on me propose de reprendre la direction de mon service. Et là, j'ai une équipe à manager et je me rends compte que tout ce que j'ai appris en éducation est finalement duplicable au management. Donc au bout de 6 mois, on me propose à nouveau un autre poste, celui de directeur qualité du site. Donc, quand je fais le bilan de cette expérience, je me rends compte qu'au moment de l'abandon du projet, je me suis uniquement focalisée sur ce que j'avais perdu. Le temps, l'argent, la dignité. Et j'étais convaincue que le regard des autres serait méprisant. Et finalement, j'ai complètement oublié de voir tout ce que j'avais appris par ce projet. J'avais appris à créer une entreprise, j'avais appris à gérer un projet, j'avais appris à communiquer, à prendre des décisions toute seule. Des choses que j'aurais probablement apprises en restant dans mon poste d'ingénieur, mais qui auraient pris beaucoup plus de temps.
Et puis, le regard des autres, finalement, il n'était pas du tout méprisant comme je le pensais. Finalement, les gens sont assez admiratifs des personnes qui osent sortir des sentiers battus parce que peu de gens ont finalement le courage de le faire. Alors, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'en France, finalement, on n'a pas tellement la culture de l'échec. L'échec est considéré comme une honte, comme un tabou. Alors qu'aux États-Unis, finalement, c'est assez admis, c'est assez autorisé. Il y a même des conférences qui sont nées en 2009 dans la Silicon Valley, qu'on appelle les FailCon, les conférences sur la failure, et qui proposent en fait aux entrepreneurs de partager leurs échecs et de partager les enseignements qu'ils en ont fait. Alors c'est vrai, c'est parce que j'ai pris des risques que j'ai échoué, c'est vrai. Mais en même temps, c'est parce que j'ai pris des risques que j'ai grandi autant et que j'ai appris tant de choses. Donc finalement, l'échec n'est pas si douloureux que ça, si tant est qu'on décide de se focaliser sur ce qu'on a appris pendant le process et qu'on décide de tirer les enseignements d'ailleurs de cet échec, de comprendre pourquoi on a échoué. Et d'ailleurs, Tina Silic, qui enseigne l'entrepreneuriat à l'université de Stanford, propose à ses élèves de maintenir à jour un CV de leurs échecs et des leçons qu'ils en ont tirées. Et je pense que c'est vraiment une idée intéressante. Donc l'échec n'est pas si douloureux finalement. Et finalement, quand on sait que c'est pas si douloureux, on n'en a plus peur. Et quand on n'a plus peur de l'échec, il n'y a plus de limites. Et quand on n'a plus de limites, on peut vraiment faire de grandes choses. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.